Bonjour et bienvenue à Cinéma Simp, le podcast où on parle de cinéma. Je suis Antoine et avec moi, j'ai absolument personne. Cette semaine, c'est un épisode spécial. Je suis tout seul, donc je peux pas discuter du film qu'on a écouté cette semaine. J'ai personne avec qui discuter. Donc, je vais vous parler à vous. Je vais vous dire mes opinions sur 3 réalisateurs que j'adore. Ces 3 réalisateurs qui ont master leur capacité à faire des films d'une façon absolument incroyable. Ensuite, on va faire les movie news. Comme d'habitude, on va essayer de garder ça court vu que je suis tout seul. C'est pas pour tout le monde un podcast avec juste une personne. Même pour moi, en ce moment, je te dirais que c'est de la torture, là. Ça fait 15 fois que je recommence. Je suis un peu tanné de recommencer, donc on s'y donne. Pour commencer, je commence fort. Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, absolument incroyable. De Pulp Fiction à Once Upon a Time in Hollywood, tous ses films sont absolument incroyables. La façon qu'il écrit ses scénarios, c'est même pas explicable comment que c'est bien écrit, ça a juste aucun sens. Tarantino, c'est un réalisateur qui a master le writing de dialogue comme personne, c'est absolument insane. Donc, pour Tarantino, je veux commencer à parler avec Django Unchained, qui est selon moi mon film préféré de Tarantino. C'est un western absolument incroyable. On en a un peu parlé lors du premier épisode du podcast, puisque selon moi, c'est le meilleur western moderne tout court. OK, on pourrait peut-être aborder les frères Coen, mais non, parce que Django, c'est juste absolument incroyable comme film. La cinématographie, l'acting incroyable de Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Christopher Waltz, c'est des acteurs absolument incroyables, puis ils sont au meilleur de leur jeu. La scène de la table, tous ceux qui ont vu le film peuvent savoir de quelle scène je parle. C'est la scène quand DiCaprio frappe la table, sauve la main, il continue d'acter, quand il s'est ouvert la main sur un ustensile, pour de vrai, ça c'est, il n'y a pas break de character, ça c'est absolument insane. Genre, comment tu t'ouvres la main sur un tournage, puis tu continues à jouer la scène. Puis en plus, ça a donné l'idée à Tarantino de mettre le sang dans la face de l'actrice. C'est ça qui est beau avec le cinéma, c'est absolument incroyable. L'utilisation de la musique, des chansons, c'est absolument magnifique. T'arrives à la fin, puis une toune de rap part, t'es comme, hein? Pourquoi il y a du rap? What the fuck? Mais ça marche. Le moment, il fonctionne. C'est absolument insane. Je peux même pas imaginer comment que la fin de ce film-là peut être pour quelqu'un de la communauté noire, parce que ça, c'est la fin la plus satisfaisante, d'après moi, pour eux. Pour un film qui traite de l'esclavage. Quand c'est les films de l'esclavage, je pense pas que c'est des films que les gens veulent voir. Selon moi, c'est qui veut voir un film d'esclavage? C'est arrêtez d'en faire, s'il vous plaît. C'est malaisant. Mais la fin est absolument insane. La cinématographie, encore une fois, elle vient me chercher dans ce film-là. C'est une belle cinématographie qui est très bien travaillée. L'autre film que je veux parler de Tarantino, c'est son plus récent, c'est Once Upon a Time in Hollywood. Ça, c'est, encore une fois, l'acting de DiCaprio est absolument insane. C'est la scène où est-ce qu'il joue le cowboy avec la jeune fille, c'est tellement une bonne scène, absolument incroyable. Mais par contre, il y a Brad Pitt dans le film, puis il vole la vedette du film. Si vous avez pas vu le film, arrêtez tout de suite le podcast, allez voir Once Upon a Time in Hollywood. La fin de ce film-là, c'est la meilleure fin que j'ai jamais vue de ma vie. Je l'ai vu au cinéma, en avant-première. La réaction était absolument incroyable. Puis je dis incroyable juste parce que je peux comparer avec des films de Marvel. J'ai été voir Infinity War puis Endgame en avant-première. Je suis dans une salle pleine avec des fans finis de Marvel. Fini, là. C'est des fans qui vont crier pendant le film, là. Mais la réaction face à Brad Pitt qui tue les Manson Killers, j'ai jamais vu une réaction aussi forte et aussi longue que ça. Avec Marvel, oui, c'est fort. Tu vas voir un film Marvel en avant-première avec tous les fans, puis Captain America, il catch le marteau de Thor. Tout le monde crie dans la salle. Mais c'est un moment qui dure 5 secondes, puis tout le monde retourne au film comme si de rien n'était. 3 secondes après, il y a peut-être un autre moment où est-ce qu'il y a un petit 5 secondes que les gens vont crier. Mais la fin de Once Upon a Time in Hollywood, je dirais au moment qu'il commence à smacker la tête de la fille dans le téléphone sur le mur, la salle était insane. Ça criait, ça riait. J'entendais des « What the fuck? » puis des « Oh my God! » Tout le monde riait puis criait en même temps pendant 5 minutes non-stop. Puis ensuite, DiCaprio, il sort de sa cabane avec un flamethrower. La réaction, oh my God, j'ai jamais entendu une salle de cinéma aussi forte.
C'est absolument bonkers. Genre, oh my God. Non, cette scène-là, c'est probablement l'une des meilleures scènes de l'histoire du cinéma, juste pour ça. Puis tellement satisfaisante. Quand tu sais l'histoire qui est arrivée, c'est absolument incroyable. C'est avec Tarantino, surtout avec Inglourious Bastard, on le sait qu'il aime ça déformer l'histoire. Mais il y a des formes d'une façon qui est assez satisfaisante, tu sais, comme la mort de Hitler dans Inglourious Bastard. C'est tellement drôle. Le cinéma est en train de brûler, puis les deux autres arrivent avec les Kalachnikov, puis ils sont genre ta 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 ta. C'est juste insane. Là, je dis Kalachnikov, mais c'est probablement un autre gun, là, mais je suis pas historien. Mais non, la scène à la fin de Once Upon a Time in Hollywood, c'est juste... J'ai jamais vu ça de ma vie. La réaction était absolument incroyable. Alright, next, je veux vous parler de Martin Scorsese. Martin Scorsese, selon moi, c'est un réalisateur qui master le storytelling. Parce que les histoires qu'il raconte sont souvent des tragédies mettant en scène le monde souterrain de la société ou encore les dessous de la haute société. Qu'ils soient des gangsters ou des icônes d'Hollywood, des brutes ou les riches et les puissants. Pour moi, il n'y a rien de plus captivant que de voir un personnage avoir le rise and fall. On est attiré par leur succès, vivant par procuration à travers eux, puis on est capable de revenir à notre jugement moral en les voyant échouer. C'est pas différent de la façon dont notre société considère souvent les riches et célèbres. Donc la nature de ces films-là, c'est captivant parce que ces histoires-là sont ancrées dans notre ADN. On peut prendre le Loup de Wall Street comme l'exemple parfait. On est enivré par le succès des personnages, puis quand on a vu que l'argent, c'est pas tout, on peut prendre le recul, puis on peut les juger pendant qu'ils tombent. Mais on se sent quand même mal pour eux parce qu'ils ont été humanisés. Mais on apprend rapidement l'erreur de leur farçon, puis on peut apprécier encore plus quand c'est ça qui se passe dans nos vies, sans la célébrité, la fortune. Martin Scorsese, c'est un très grand storyteller. Tout simplement. Il s'entoure de distributions talentueuses. C'est un véritable artisan derrière la caméra. Ces caméras deviennent elles-mêmes des personnages qu'elles suivent sans coupure à travers une pièce ou plusieurs pièces ou qu'elles restent statiques observant les émotions d'un personnage. Il utilise tout le temps la caméra de la meilleure façon qu'il peut. Puis il n'a pas peur d'être provocateur, brutal puis totalement violent, mais c'est pas en soi son emblème de son cinéma. La violence, c'est toujours une extension de l'histoire et du personnage. C'est pas une béquille pour la valeur de choc ou le style encore. T'sais. C'est peut-être ça la différence entre lui et Tarantino. Deux réalisateurs complètement différents. Mais c'est Martin Scorsese. C'est un pionnier du cinéma contemporain. Il a changé la façon dont les films étaient faits puis comment les histoires cinématographiques étaient racontées. Il était puis il sera toujours l'un des meilleurs pionniers cinématographiques qui ont changé le cinéma. C'est absolument incroyable ce que Martin Scorsese fait pour le cinéma. Donc, je vais commencer par vous parler de Silence. Ça, c'est, selon moi, le film le plus underrated de Martin Scorsese. Peut-être que Hugo, il serait plus underrated, selon moi. Mais peut-être pas underrated, peut-être plus underappreciated parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont turn off Silence comme étant un film que les gens voulaient pas vraiment voir. Un film sur l'allégorie christianique au Japon. C'est pas vraiment le film que tout le monde voulait voir, je pense. Mais Adam Driver puis Andrew Garfield ont donné des performances absolument incroyables. C'est probablement leur meilleure performance chacun de leur carrière. Je dis probablement parce que c'est dur à dire. Adam Driver a joué dans Marriage Story puis Andrew Garfield dans Hacksaw Ridge. C'est deux excellents acteurs. C'est dur de dire c'est quoi les films, leur meilleure performance. Mais dans Silence, c'est absolument incroyable. Silence, c'est une adaptation du roman du même nom. Ça a été écrit par un Japonais appelé Shusaku Hendo. J'espère que je le prononce comme du monde, sinon je suis absolument désolé. C'est un film sur la persécution des chrétiens au Japon, mais c'est un film absolument magnifique. Je suis personnellement, je suis pas croyant, mais ce film-là m'a fait pleurer à plusieurs reprises. Puis c'est juste un très bon film. C'est un film que je recommande. Il y a Andrew Garfield, Liam Neeson, Adam Driver. C'est les trois acteurs que tout le monde va reconnaître. Les autres acteurs, c'est des Japonais. Selon moi, c'est le plus beau film de Martin Scorsese. C'est le film avec la meilleure cinématographie, puis c'est justement pour ça que je voulais en parler. Parce que la cinématographie de Silence, elle me tombe à terre. Complètement tombée à terre. C'est une claque cinématographique complète. Ensuite, je veux vous parler de Killer of the Flower Moon, qui est sorti l'année passée. Ce film-là, ouf. Ce film-là, il fait mal. Ce film-là, il fait mal parce God, que c'est un film important. Un film complètement important. Puis moi, j'ai écouté le livre audio
avant de voir le film parce que j'étais curieux. Peut-être que j'aurais pas dû. Mais non, en même temps, non, j'ai très bien fait de l'écouter. Mais je dis plus ça parce que, écoute, c'est un film sur des atrocités que des Blancs ont faites sur des Autochtones. Ça rend un Blanc honte de sa race. C'est fuck. J'écoutais ça puis j'étais comme tabarnak. Pourquoi? Le film a réussi d'avoir le même feeling que j'ai eu quand j'ai écouté le livre. J'ai écouté le livre puis j'avais honte d'être blanc. C'est le film, il te met des trucs puis ça te donne une claque d'en face puis t'es comme pourquoi on était comme ça? Ça n'a aucun sens. Absolument aucun sens. Puis ça s'est passé dans les années 1920. C'est juste aberrant que ça s'est passé à peine v'là 100 ans que ça s'est passé cette histoire-là. Où est-ce que des Blancs s'appropriaient l'argent d'Autochtones en les tuant. C'est beaucoup d'Autochtones qui ont été tués dans ces années-là. C'est pitoyable. C'est aberrant. Puis c'est poche à dire. C'est tellement chiant. Mais Lily Gladstone a été assez fait voler l'Oscar. Sorry, tout le respect pour Emma Stone, mais elle a joué dans un soft porn film, genre, qui est fucking weird. Lily Gladstone a joué le personnage le plus authentique que j'ai vu à l'écran. L'authenticité était juste incroyable. Tu pouvais sentir les émotions, même si elle n'avait pas énormément de dialogue. Peut-être qu'elle aurait dû être nominée pour meilleure actrice de soutien, mais je crois que pour Lily Gladstone, c'était important qu'elle soit reconnue comme étant l'actrice principale du film. Selon moi, c'était important. L'Oscar a juste été à la mauvaise personne, tout simplement. DiCaprio donne une excellente performance. On parle beaucoup de DiCaprio ici, là. C'est comme le 3e film qu'on parle de DiCaprio à matin, là. C'est quand même drôle. Mais DiCaprio donne une performance absolument incroyable aussi. Quand il finit par faire la bonne chose, c'est magnifique. Robert De Niro est dans Killer of the Flower Moon aussi. Autant que De Niro donne une excellente performance, surtout à son âge, mais malheureusement, le personnage qu'il joue, William Hill, c'est complètement miscast. Le personnage de William Hill, dans les années 1920, qui est une personne historique, qui a vraiment existé, avait 46 ans. De Niro avait 80 ans quand il a tourné le film. Il y a comme une bonne différence, je te dirais. Il me semble qu'il y avait du CGI d'utiliser, je suis tellement pas sûr pour ça. Mais autant qu'il est bon dans le rôle puis qu'il joue un chilling William Hill, le personnage a 40 ans trop vieux. C'est expliqué qu'il meurt en 1962. C'est comme, il est-tu mort à 150 ans, what the fuck? Mais c'est ça, c'est un peu bizarre. C'est un miscast selon moi. Il a joué son rôle absolument incroyable, mais pour l'authenticité du rôle, c'est pas ça. Le personnage est supposé avoir 45 ans. De Niro, il en a 80. Complètement miscast au niveau du réalisme de l'histoire. Mais en aucun cas, ça te sort du film. Même si j'ai lu le livre puis je savais que William Hill était un homme dans sa quarantaine, ça marche quand même bien. Puis peut-être que ça passe un peu mieux de voir un vieux Chris être raciste que quelqu'un de slightly plus jeune. Mais c'est ça, c'est un peu weird. Mais au moins, là, il n'y avait pas une scène à kicker un gars sur le bord d'une curb puis qu'il a quand même 80 ans puis que ça a l'air weird comme dans Irishman. Ça c'est un win, là. Ils n'ont pas donné de trop d'affaires physiques à faire. Fait que c'est correct. Alright. Next, je vais vous parler de Edgar Wright, un réalisateur britannique. Les deux autres qu'on a parlé avant étaient américains, en passant. Là, on s'en va sur l'autre bord du continent. Réalisateur britannique, Edgar Wright, qui a réalisé des films comme Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Last Pub. Il a réalisé aussi Baby Driver plus récemment, puis le film que j'ai recommandé à Nick la semaine passée, Last Night in Soho. Ça, c'est un film excellent. On va pas en parler de Last Night in Soho parce que je veux en parler avec Nick, donc on va skipper ça. Donc on va parler de Shaun of the Dead avec Edgar Wright, parce que Edgar Wright, pour commencer, là, on a parlé de ce que les deux autres réalisateurs ont master dans leur carrière. Edgar Wright a master la comédie. Il n'y a pas une comédie américaine qui est meilleure que n'importe quel de ses films. Si on exclut Last Night in Soho, qui n'est pas une comédie, c'est le seul film qui n'est pas vraiment une comédie. Mais tous ces autres films, c'est des comédies. Mais c'est de la comédie qui fonctionne. Puis c'est pas de la comédie qui rely sur des punchlines seulement. Il y a toujours un setup, mais le setup, tu t'en rends pas compte avec lui. Avec Edgar Wright, tu commences un film de Edgar Wright, puis la première partie du film, tu vas pas trouver ça tant drôle que ça. Il y a peut-être des petits moments que tu vas être comme avoir un petit chuckle here and there, mais c'est pas vraiment les grosses jokes, parce que c'est le setup. Mais toute la deuxième partie du film, c'est tout le payoff. Puis le payoff, il marche à tous les coups. C'est incroyable.
je veux parler de Shaun of the Dead parce que la meilleure utilisation absolue d'une chanson populaire dans un film, dans l'histoire du cinéma. Ça a l'air d'un overreaction, mais ça l'est pas. Parce que dans un film de zombies, il part Don't Stop Me Now de Queen, puis les personnages prennent des bâtons de poule pour frapper le zombie qui a genre 70 ans sur le beat de Don't Stop Me Now. Puis c'est chorégraphié exactement pour la musique. C'est absolument ridiculement hilarant. Écoute, il y a un bout que ça coupe, puis il y en a deux qui se battent pas avec, puis sont en train de taper dans l'air au même rythme que la tune. Asti que c'est drôle, ça n'a pas de sens, mais les lines sont juste insane parce que la musique part, c'est comme d'une shot, c'est pas drôle. La line c'est Who the hell put this on? Puis il y a quelqu'un qui répond It's on random. Mais c'est pas supposé être drôle, il y a rien de drôle. Mais on est dans la deuxième partie du film. Ça, c'est pas une punchline, c'est un payoff d'un setup du début du film. Parce qu'au début du film, le personnage principal de Simon Pegg, il s'est fait laisser par sa blonde, il est en train de pleurer, puis leur tune part dans le jukebox. Ce que lui, il dit « Who put this on? » Ton ami répond « It's on random. » Au début, c'est pas drôle parce que c'est dramatique, mais à la fin, ils te le remettent dans un moment de comédie absolument insane. Non, son utilisation est juste toujours insane de la comédie, de la musique, puis ça, c'est comme un précurseur du film complet de Baby Driver. Parce que dans Baby Driver, le personnage de Baby, pour relaxer son tinnitus, il écoute de la musique, puis c'est la musique qu'on entend. Si vous écoutez ce film-là, soyez attentifs avec la musique, parce que absolument tout dans Baby Driver est chorégraphié exactement avec la musique. Le deuxième film que je veux parler de Edgar Wright, c'est Hot Fuzz. Ça, c'est juste best body comedy ever, best body cop movie ever. Le duo Simon Pegg, Nick Frost, ici, c'est juste à son absolute best. La chimie que les deux acteurs se sont créés, c'est juste hors pair. Honnêtement, il n'y a pas de meilleur duo de comédie que Nick Frost et Simon Pegg. Il y a tellement de bonnes lines dans Hot Fuzz que c'est dur de faire un top 10. Puis encore une fois, il utilise le même procédé, le même comedic timing que Shaun of the Dead. C'est set-up au début, payoff à la fin, et c'est que ça marche, ça n'a pas de sens. J'adore ce film-là, puis ce que j'adore absolument de Hot Fuzz, c'est que tu peux vraiment le voir comme deux façons. Tu peux soit le voir comme une parodie des body cop américains, ou un body cop film that's it, qui est juste relativement sérieux, mais il y a quand même des jokes. Tu sais, je vais jamais me remettre de Olivia Colman, une légende du cinéma britannique, à knock out une femme qui avait un couteau dans les mains, puis elle dit « Nothing like a bit of a girl on girl ». C'est juste... Ça sort de nulle part. Le casting dans Hot Fuzz est juste bunker quand tu y penses. En plus de Simon Pegg, Nick Frost, Olivia Colman que je viens de mentionner, il y a Timothy Dalton qui a joué James Bond dans The Living Daylight puis License to Kill. Il y a Bill Nighy qui a joué Davy Jones dans Pirates des Caraïbes. David Bradley qui a joué Argus Flinch dans Harry Potter, ou on peut dire Rusard aussi en français. Il joue dans une scène tellement hilarante où est-ce qu'il y a un accent incompréhensible, tellement incompréhensible que les deux policiers doivent amener l'autre policier qui parle de façon incompréhensible juste pour qu'ils se comprennent. C'est juste insane. Il y a Kate Blanchett qui est dans le film aussi. Tu regardes le casting, t'es comme what the fuck? Il y a aussi Martin Freeman qui a joué dans Le Hobbit et qui a joué dans The Office version UK. Puis étonnamment parlant, il y a Peter Jackson, réalisateur des Lord of the Rings, qui joue un Père Noël qui poignarde le personnage de Simon Pegg au début du film. C'est juste, tu le reconnais pas, mais c'est drôle à savoir. C'est insane. Non, Hot Fuzz, c'est un film qui est très drôle. Là. And it's all for the greater good. Ça, c'est une line dans le film qui revient souvent, écoute, faut que tu vois le film. J'ai pas envie de spoiler Hot Fuzz parce qu'il y a tellement de bonnes lines. Mais là, il y a une scène qui me revient à la tête, là. C'est incroyable. Ils sont tous en mode SWAT, là, puis ils s'en vont pour aller au supermarché pour comme raid le supermarché. Puis pendant qu'ils marchent, tu peux juste entendre des bruits de rechargement, mais à l'infini. Pendant comme 45 secondes, tout le monde recharge, mais il n'y a personne qui recharge. C'est comme ça rit des bruits de rechargement dans les films qui ont toujours pas de sens, pourquoi ils sont là, tu sais. Ça ramène aussi à une scène plus tôt dans le film où ils vont dans une ferme, puis le monsieur, il a une collection d'armes. Mais quand il rentre dans la pièce, il allume les lumières, puis il y a des lumières qui s'allument à la façon américaine, tu sais. Toum, toum, toum. Mais ça fait ça pendant comme 15 lumières. Il n'y a pas 15 lumières, c'est juste, ça n'arrête pas les lumières qui s'allument tout le temps, là. Non, Edgar Wright, c'est le master de la comédie.
Donc, on a parlé ici de Quentin Tarantino, qui a master les dialogues. Martin Scorsese a master le storytelling. Edgar Wright a master la comédie. 3 réalisateurs que j'adore. Alright, it's movie news time. C'est le segment où est-ce que je dis des news qui sont peut-être un petit peu intéressants pour moi, peut-être intéressants pour vous. Donc, semaine passée, on a parlé de Furiosa. C'est un flop au box-office, malheureusement. Les plans pour la suite de Mad Max ont été, pour l'instant, mis sur pause, malheureusement, parce que les chiffres sont juste pas là. Garfield a fait plus d'argent que Furiosa. C'est comment ça se fait? Ça n'a pas de sens. Fait que c'est ça pour Furiosa. J'ai su cette semaine qu'il va y avoir un 3e Trésor national, puis que le casting devrait tout revenir, incluant Sean Penn, qui joue le méchant dans le premier, si je me rappelle bien. Ça, parce qu'il sortirait de prison. Ça serait quand même intéressant. Là, je veux qu'on sache qu'est-ce qui se passe sur cette page 42-là. C'est-tu 42? Il me semble que c'est 42. La page 42, là, c'est quoi qu'il y a sur cette petite page-là? Let's go, Nicolas Cage. Faut que tu viennes faire ça. T'as pas le choix. Il va y avoir une série d'animation CG sur Minecraft, sur Netflix. Il va avoir... Développe une série animée qui va être parallèle au prochain film qui s'en vient sur Netflix aussi. Fuck, man. C'est bizarre qu'on est rendu à des films sur Minecraft. Fuck, man. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un film sur Minecraft? Genre, je sais qu'il y a un jeu Minecraft avec une storyline. Je sais pas si ça va être ça qu'ils vont baser leur film. Mais tabarnak, genre, c'est pas nécessaire. Alright, parlant de jeux vidéo, d'adaptation de jeux vidéo, il va finalement avoir un film Just Cause. Ça, c'est un jeu absolument incroyable où est-ce que tu fais juste tuer bien du monde, tu détruis bien du monde, tu détruis bien des affaires. Puis basically, c'est un jeu juste mongol de destruction massive, basically, là, où est-ce que tu peux faire pas mal n'importe quoi. Ça va être produit par les producteurs qui ont fait The Fall Guy, qui est Kelly McCormick, David Leitch. Parce que le studio veut reproduire le succès massif qu'ils ont eu avec Super Mario Bros. Movies, puis Five Nights at Freddy's, qui ont fait 1,4 milliard et 290 millions respectivement au box-office. 1,4 milliard pour Super Mario, c'est quand même insane, là. On parie combien que le gars de Just Cause, ça va être Chris Pratt qui va le jouer. Genre... Fuck. Chris Pratt, il est partout, man. Comme, here we go! Mais c'est ça. Il va avoir un film de Just Cause. J'ai hâte de voir ça. Ça risque d'être, ça risque d'être un bon film d'action. Ça pourrait faire un très bon film d'action. Très, très bon film d'action. Puis en parlant de jeux vidéo puis de films, George Miller voudrait que Hideo Kojima fasse un jeu sur Mad Max. Parce qu'il est déçu des jeux sur Mad Max qu'il y a eu, puis il dit que Hideo Kojima ferait probablement le meilleur jeu Mad Max possible. Je suis pas mal d'accord avec ça, je pense. Ça serait différent, mais je suis pas mal sûr que je serais d'accord. Alright, puis on a aussi des news pour le prochain Knife Out, Wake Up Dead Man. Ça, j'ai absolument hâte, ça va être insane. Donc, Daniel Craig revient pour jouer Benoît Blanc, évidemment. Puis on a une bonne liste intéressante de cast pour le film. Donc, Jeremy Renner, qui joue Hawkeye dans Marvel, va jouer dans le film. Ça va être intéressant, ça. Glenn Close, qui est absolument une légende de Hollywood. Il va y avoir Mila Kunis, Kerry Washington. Il va y avoir aussi Josh O'Connor, Andrew Scott, puis celle que j'ai découvert récemment dans Civil War de Alex Garland, Kelly Spaney, qui était une très bonne actrice dans Civil War. Donc, ça round up le casting pour Wake Up Dead Man, réalisé par Ryan Johnson. Ça va être un bon film. J'ai hâte que ça sorte, ça. Ça, c'est un film que je vais suivre de près. En tout cas, je pense que j'ai réussi. C'est un petit épisode aujourd'hui. Je vous ai dit que ça allait être court. On garde ça court quand on est tout seul. Donc, semaine prochaine, on va parler des suggérés de la semaine passée. Donc, ça, c'est Mulholland Drive de David Lynch et Last Night in Soho de Edgar Wright. Et je prends une décision exécutive ici, vu que mon co-host Nick n'est pas là. La semaine prochaine, on va parler en détail de Civil War de Alex Garland. Ça, c'est un film, je le sais qu'il ne l'a pas vu. Moi, je l'ai vu au cinéma. Lui, il ne l'a pas vu encore. Mais c'est un film, selon moi, c'est un film important à écouter. Surtout dans l'état politique américain d'aujourd'hui, c'est un excellent film. Sur ce, je vous dis au revoir. Merci de m'avoir écouté. See ya!